Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Relations internationales du monde contemporain. Relations internationales du monde contemporain. Cette collection réunit sous un même label des travaux de spécialistes centrés sur la question des relations internationales en général envisagées sous leurs différents aspects, juridiques et politiques mais aussi stratégiques et économiques. L'histoire diplomatique et les questions militaires trouveront ici également leur place. Déjà paru. Sinem Yargich, Les Conventions onusiennes des droits de l'homme. Analyse et perspectives, 2018. Hassan Ouazani Chadi, Le Maroc et les traités internationaux. Tradition et modernité, 2018. Paul Elvik Batchom, Les parias de la scène internationale, à propos des dynamiques inégalitaires de l'ordre mondial, 2017. Publication du même auteur en 2019. Publication du même auteur en 2019. Ouvrage. Iraki, Le Maroc et l'Afrique subsaharienne, ébauche nostalgique d'une histoire pluridimensionnelle et multiséculaire, édition Edilivre à Paris, 2019, ISBN 978 2 414 36 509 8. Ahmed Iraki, La stratégie du Maroc en Afrique subsaharienne. Diplomatie polymorphe, soubassement, limites et enjeux, édition universitaire européenne, 2019, ISBN 978 613 8 48 039 6. Ouvrage collectif. Ahmed Iraki, Étude descriptive de l'état des lieux et des perspectives de développement des infrastructures en Afrique subsaharienne, entre attraction et répulsion des investissements étrangers, Mohamed Raja'a, dire La logistique de demain, l'essence de l'excellence de la chaîne logistique, 2019, pp 2139, ISBN 978 99 20 36 966 4. Article dans des revues à comité de lecture. Ahmed Iraki, L'investissement direct étranger en tant que facteur géopolitique du soft power marocain en Afrique. Réflexion interprétative, Revue Paix et Sécurité internationale, Num 7, 2019, pp 279-297, ISSN 2341 08 68. Ahmed Iraki, Les apories structurelles en Afrique en tant que facteur répulsif des investissements directs étrangers. Clivage entre afro-optimisme et afro-pessimisme, Revista de Estudios Fronterizos del Estrecho de Gibraltar, Num 7 2019, pp 1-25, ISSN 1698 à 1006. Ahmed Iraki, Répartition cartographique des investissements directs étrangers marocains en Afrique, Lecture géostratégique, Public and Non-Profit Management Review, volume 4.2, 2019, pp 39-56, ISSN 2509 081. Ahmed Iraki, L'articulation de la dimension sécuritaire et religieuse dans la politique étrangère du Maroc en Afrique subsaharienne. Branding religieux à double face, International Journal of Innovation and Applied Studies, volume 25 numéro 3, 2019, pp 890-899, ISSN 2028 à 9324. Dédicace. À la mémoire de mon grand-père Aboubakr, mon père affectif. À ma chère mère et à mon cher père. À ma famille. Exergue. La politique d'un État est dans sa géographie. Napoléon Bonaparte. Introduction. La prise de conscience étendue et manifeste des pays africains quant à l'intérêt des politiques d'attraction des investissements étrangers et de leur impact sur l'économie nationale a mobilisé ardemment la prédation économique des firmes multinationales, FMN, occidentales vis-à-vis du continent, a fortiori quand celui-ci présente des opportunités d'affaires et d'investissement inouïes eu égard aux déficiences structurelles et à l'arriération endémique qu'il présente. Dit autrement, le temps des hostilités mutuelles est réciproquement révolu, quand d'un côté l'Afrique, région particulièrement contrastée, craignait une ère haineuse accent aiguso-coloniale avec la montée de mouvements de déprédation économique et de l'autre côté l'Occident confronté au spectre de la péremption des marchés intérieurs, en quête d'alternatives économiques, redoutait l'insécurité et l'instabilité. Au regard de ce débat éternel mettant au diapason le retard cumulé et les potentialités inouïes de l'Afrique,
deux courants fondamentalistes principaux s'imposent au sein de virulentes divergences d'opinion autour du paradoxe africain, à savoir que le premier prône le discours afro-pessimiste et que le deuxième opte pour l'approche afro-optimiste. Ainsi, le tout premier courant afro-pessimiste a vu le jour en différentes strates successives d'analyse critique et dystopique, dont on peut citer celle des années 1970 qui remet en cause l'explication du retard africain par les conséquences néfastes de la colonisation, voire l'existence d'un colonialisme contemporain dit néocolonialisme tout en critiquant la mainmise et la responsabilité des dirigeants locaux et leur mode de gouvernance kleptocratique. Puis celle des années 1980 qui fait le point sur l'inefficacité des aides internationales à l'Afrique, voire leur inutilité sachant que le décalage de l'Afrique avec le reste des continents n'a jamais pu être rétréci. D'ailleurs, l'excès d'aide attribuée aux pays de l'Afrique subsaharienne a souvent été pointé du doigt dans la mesure où ce sont les gouvernements africains et leur mauvaise gouvernance qui n'ont jamais su l'exploiter en faveur de la relance de leur pays. Celles-ci, en l'occurrence les aides internationales, sont contournées et réappropriées de différentes manières. Dans tous les cas, les récipiendaires traitent cette extériorité et transforment les aides et les donations sous toutes leurs formes en fonction de leurs propres règles et intérêts. Cette dissymétrie est davantage renforcée par les modes de formation des États, des institutions et des légitimations en Afrique qui ont des marges de manœuvre extrémistes et non rationnelles, limitées dans un premier scénario où les donateurs extérieurs sont présents au cœur des fonctions de souveraineté, ou illimitées dans un deuxième scénario dans un contexte de dictature et d'autocratie. Le discours afro-optimiste, qui a pris beaucoup d'élan à l'aube du XXIe siècle, apporte quant à lui une acception plus positive des perspectives de développement en Afrique et s'appuie en effet sur des statistiques flatteuses en termes de croissance économique soutenue et d'attraction multisectorielle des flux d'investissements directs étrangers, en plus de l'essor d'une classe moyenne africaine de plus en plus avide de consommation, ajoutant à cela le fort potentiel d'urbanisation et de besoins en infrastructures tout azimut. Dans ce même état d'esprit optimiste, le succès de quelques transitions politiques africaines à l'exemple du Ghana, de la Gambie, du Cap-Vert et du Sénégal témoigne des avancées de la démocratie et des réformes politiques sur le continent et donne une lueur d'espoir à cette approche affable. Au-delà de ces paradoxes, malgré la récession économique mondiale, la renaissance économique en Afrique s'est amorcée ces dernières années et fait parler son potentiel inconditionnel, justifiant par là les arguments relatés par les adeptes de l'afro-optimisme. Toutefois, la pléthore de ce potentiel est naturellement liée à la question des ressources naturelles et plus particulièrement à leur pillage, à la gouvernance autocratique et illégitime en plus de la corruption des dirigeants locaux qui affectent l'intégralité de l'écosystème de la structure gouvernante. En effet, l'Afrique abrite plus de pays abondants en ressources naturelles, RN, qu'aucune autre région du monde. Le continent possède effectivement 7% des réserves mondiales prouvées en pétrole et d'importants gisements en gaz et minerais. Constat factuel, l'industrie extractive en Afrique réserve des potentialités inouïes. Pourtant, malencontreusement, la majorité des citoyens africains vivent dans des conditions plus que déplorables, en partie attribuables à la distribution inéquitable des bénéfices provenant essentiellement de l'exportation de ces ressources. Conséquemment, c'est ainsi que semble se conforter l'assignation du continent à sa fonction de pourvoyeur dominé des ressources naturelles et de sa dépendance morbide aux produits de base non transformés, ce qui le laisse toujours ébranlé par les chocs extérieurs. Ce marasme des matières premières, MP, qui accorde au continent une assignation qu'on peut caractériser d'étiquette a toujours été qualifié par la littérature économique spécialisée en la matière, de malédiction des ressources naturelles, pour définir ce paradoxe d'abondance qui n'a jusqu'à présent jamais su profiter aux pays africains. Il est à noter à titre d'exemple que les 5 premiers pays producteurs de pétrole en Afrique se classent dans le dernier tiers à l'échelle mondiale en termes de mortalité infantile. Ces tristes constats sont en partie dus à la réaffectation de ces revenus dans le financement du patronage et des structures de sécurité sur lesquelles ces gouvernements reposent pour rester et s'éterniser au pouvoir, sans le soutien du peuple, et au détriment du développement socio-économique de leur pays. Subséquemment, en tant que pays en voie de développement et en quête de leadership régional, le Maroc ne demeure pas des moindres, en qualité de prédateur économique intra-africain,
étant à la fois le seul État-nation de la région datant de plus de 12 siècles et unique pays du Maghreb arabe à avoir noué et entretenu des relations multiséculaires et multidimensionnelles avec l'Afrique noire, en les conservant et en les fructifiant dans le cadre d'une politique africaine intégrée. Cette situation de convoitise grandissante est appréhendée surtout par le positionnement géostratégique du royaume, parallèlement à son histoire et à son ancrage profond dans le continent. Au jour d'aujourd'hui, le retour en force du Maroc sur l'échiquier géopolitique africain est une actualité qui interroge tant l'offensive menée dans ce sens est notable, ce qui soulève des questions de fond. À ce titre, le Royaume a capitalisé sur ses acquis historiques en devenant le premier investisseur intra-africain en 2016, en réintégrant l'Union africaine en 2017 et en obtenant l'accord de principe pour adhérer à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, durant la même année. Constat factuel, tous les indices indiquent indéniablement que le Royaume cherche à s'ériger ardemment en puissance régionale, après avoir mis de son côté toutes les variables pour s'assurer de la réussite de sa stratégie africaine. Plus spécifiquement, c'est grâce aux investissements marocains envers l'Afrique que la réorientation de la politique continentale du Royaume peut être économiquement explicitée étant donné que les investissements directs étrangers, ID, marocains à destination de l'Afrique ne se sont nettement multipliés qu'entre les périodes 2000 et 2015. Ainsi, entre 2003 et 2013, 85% des flux totaux d'ID et 51% du stock total d'ID marocain étaient à destination de l'Afrique. Par ailleurs, d'un point de vue commercial, la part de marché des biens marocains en Afrique subsaharienne a plus que doublé passant de 0,23% en 2003 à 0,48% en 2013. D'autant plus, en dépit de la concurrence étrangère et africaine, le Maroc devient en 2016 le premier investisseur africain en Afrique dépassant ainsi l'Afrique du Sud avec un investissement global atteignant les 5 milliards de dollars américains dans 22 projets implantés aux quatre coins du continent. À cet effet, il est à noter que les ID marocains à destination des pays africains sont marqués par une diversification sectorielle richissime, plus particulièrement dans les domaines de la banque et assurance, des télécommunications, de l'industrie pharmaceutique, de l'immobilier, du secteur des bâtiments et travaux publics, de l'agriculture et des énergies renouvelables. Cependant, ce sont les grands mastodontes marocains publics et privés qui s'accaparent la plus grande part de ces ID, loin devant les PME qui n'arrivent pas à se positionner dans ces marchés continentaux très prometteurs et dépasser l'étroitesse du marché national. Notons que ces PME peuvent jouer un rôle principal dans le déploiement du nouveau paradigme des relations maroco-africaines, étant donné qu'elles constituent à elles seules plus de 95% du tissu économique national. A fortiori, cela s'explique d'une part par la rude concurrence locale et internationale et d'autre part par la prise de risques tous azimuts à prendre en considération dans un contexte continental loin d'être stable face aux risques sécuritaires et politiques qui ne cessent de croître, et ce à la fois temporellement et spatialement. Sur le plan géographique, les ID marocains sont tranquillement bien installés en Afrique de l'Ouest, constat qui se traduit par une forte faiblesse de la présence marocaine dans le reste des régions du continent et notamment en Afrique australe et de l'Est. Pour autant, le potentiel des investissements étrangers marocains s'ajoute à celui des échanges commerciaux avec les pays d'Afrique. Ceci repose principalement sur la multiplication des connexions directes. Sur ce volet, la Royal Air Maroc dessert plus de 30 destinations avec au total 170 vols hebdomadaires vers les principales villes du continent à laquelle s'ajoute le port Tanger-Med qui assure des liaisons hebdomadaires avec près de 35 ports en Afrique de l'Ouest. Entre-temps, de nos jours, les liens qu'entreprend le Maroc avec les pays appartenant à ces régions ont tendance à se diversifier et à accélérer en raison des missions de prospection menées par les opérateurs marocains publics et privés, chargés entre autres de la promotion des exportations et des investissements plus spécifiquement dans ces zones, historiquement délaissées par les instances diplomatiques marocaines, principalement pour des motifs de distance géographique, de langue sachant que la plupart de ces pays sont anglophones ou lusophones, de culture et d'histoire. Analogiquement, les instances diplomatiques marocaines en ont fait une priorité vu que c'est principalement cette partie de l'Afrique qui regroupe les principaux alliés du Polisario et donc essentiellement les détracteurs de la première cause marocaine, qui ont recours aux méthodes les plus méprisantes au sens le plus vil du terme pour nuire aux intérêts du royaume dans ce dossier.
La déclinaison de cette facette de la politique africaine marocaine peut s'expliquer par une proximité multidimensionnelle vis-à-vis les pays africains, en l'occurrence, à travers l'aspect géographique, culturel, sécuritaire et économique. De plus, au-delà de l'aspect purement économique, la politique africaine du royaume repose sur la coopération technique avec les pays d'Afrique subsaharienne dans divers domaines dans une dimension à forte connotation humaine à travers la formation des ressources humaines africaines qui désirent bénéficier de l'expertise marocaine dans plusieurs secteurs à l'instar de la justice, la diplomatie, la douane, l'eau, l'électricité, l'agriculture, les mines, le climat, le tourisme et autres. Ce partage d'expertise est chaperonné par l'Agence marocaine de la coopération internationale, AMCI, qui a fait du continent sa principale ligne de mire. Entre-temps, vu l'expertise capitalisée par le Maroc dans ce sens, un nombre conséquent de pays africains s'inspirent du royaume comme un modèle de développement pour leur politique de diversification dont on peut citer entre autres le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, la Guinée-Conakry, le Mali, l'Éthiopie et la Tanzanie. À ce qui précède s'ajoute également l'expertise capitalisée en termes de protection de l'environnement, d'énergie renouvelable et de développement durable qui ont permis au royaume de s'ériger en tant que référence unique en Afrique tout en étant primé en tant que meilleur modèle énergétique sur le continent sur la base de sa stratégie énergétique qu'il partage avec ses compères. Pour entériner ce qui précède, depuis l'aube de la nouvelle décennie, et depuis son intronisation au trône marocain, le roi Mohamed VI a effectué 53 visites dans 29 pays africains et signé plus de 1000 accords et conventions de partenariat. À ce jour, aucun chef d'État n'a effectué autant de visites sur une telle durée, constat justifiant la place primordiale qu'occupe l'Afrique dans la politique étrangère marocaine. Cela prouve également que, loin du leadership discursif habituel des chefs d'État, le souverain marocain reste le cordon ombilical de la diplomatie marocaine en interprétant le rôle d'acteur impulsif à la fois pivot et providentiel de la politique étrangère du pays dans toute prise d'initiative ou conjuration éventuelle face aux risques politiques menaçant les intérêts du royaume. En d'autres mots, quand on parle de diplomatie et politique étrangère, le roi du Maroc impulse, impose et dispose au sens. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.